BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, désormais, vous en avez l'habitude, vers 16h35, notre club BFM Crypto. Pauline Armandet nous a rejoint. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Spécialiste crypto pour BFM Business, votre newsletter gratuite dans quoi 1h25 minutes, c'est ça? C'est ça. Elle sera publiée cette newsletter comme chaque lundi à 18h. Yorick de Montbine nous accompagne également aujourd'hui. Bonjour Yorick. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur notre plateau, haut fonctionnaire, auteur de Bitcoin, Totem et Tabou, et également auteur, vous êtes multi-récidiviste, auteur de Comprendre le Lightning Network. Voilà, pour ceux qui veulent continuer de se former sur cet univers crypto. Et Vincent Bois nous accompagne pour aller mesurer le potentiel des cryptos, le potentiel de hausse ou de baisse sur le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Vincent, on est ravi de vous retrouver. Comment va le Bitcoin, Vincent, ce début de semaine? Alors à peu près pareil que la semaine dernière finalement. On est toujours dans ce marché sans réelle tendance finalement, une phase un peu qui ressemble à de l'accumulation et donc 5 rebonds sur un niveau technique important autour des 19 500, 19 600 dollars et donc qui pourrait amener techniquement à un rebond important. Toujours les mêmes niveaux sur les 20 700, puis en cas de cassure, on va chercher les 22 500. Mais attention, puisque au-delà de cette configuration technique, de ce maintien sur cet ancien plus haut historique sur le Bitcoin, eh bien, il y a le lien au marché traditionnel et puis il y a des rendez-vous cette semaine. Il y a beaucoup de membres de la Fed, que suivent beaucoup les marchés. Et donc, en cas de mauvaise nouvelle, attention à l'invalidation éventuelle de rebonds court terme qui pourrait nous amener à une accélération baissière au contraire et aller chercher les différents niveaux. Donc, on va surveiller les 19 600, 19 500. Sous ce niveau, on peut aller chercher les 18 800, voire 17 500, le plus bas annuel actuellement. Donc un risque et à suivre les événements, et notamment mercredi, jeudi. En effet, alors Bitcoin en repli aujourd'hui, 19 784 dollars, tandis qu'Ethereum, elle surperforme, on a envie de dire encore. Ethereum actuellement à 1500, attendez, parce que j'ai pas mes lunettes, c'est pas bien, 1582 dollars. Pourquoi cette divergence croissante? Est-ce qu'elle est amenée à vos yeux à durer, Vincent? Alors effectivement, on voit, on peut regarder notamment au-delà de l'Ether simplement, les paires ETH Bitcoin qui nous permet un peu de voir lequel superforme le plus et on voit que cette paire est au-delà ou en tout cas proche des plus hauts. Donc effectivement, ça montre cette superperformance de l'Ether du fait bien entendu de The Merge, donc la semaine prochaine, le 13 septembre notamment, qui amène justement à une légère superperformance. Donc en cas d'accélération haussière, il est probable que nous ayons justement un maintien de cette hausse plus importante pour aller chercher toujours les mêmes niveaux actuellement dans ce marché sans réelle tendance, 1720 voire 2000 dollars par la suite. En revanche, en cas de baisse de scénario qu'on a cité juste avant, de cassure sur le Bitcoin, eh bien nous pourrions avoir une accélération un peu plus importante parce que l'Ether a superperformé et donc est en avance si on peut dire et donc si l'accélération se fait à la baisse, nous pourrions voir une baisse un peu plus importante. Donc attention au risque, de la même façon que le Bitcoin, on va suivre un peu la réouverture à Wall Street demain et l'évolution des marchés traditionnels. Vincent Bois depuis IG avec nous en direct. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés, mais c'est vrai qu'en cette rentrée, on va voir vraiment ce que Bitcoin a dans le ventre. On va en parler donc avec nos deux invités, Yorick de Montbine dans un instant et Pauline Armandet, la newsletter à suivre, gratuite bien sûr chaque lundi à 18h. Voir ce que Bitcoin a dans le ventre, d'autant plus à l'approche du merge comme on dit. Alors l'été a déjà été chaud pour les cryptos, avec en plus l'affaire Tornado qui a récemment encore plus bouleversé l'écosystème. Pauline, dans ce contexte, le cours du Bitcoin reste fragilisé, on le voit toujours sous les 20 000 en ce moment. À quoi va ressembler la rentrée du Bitcoin ? Alors la rentrée du Bitcoin risque d'être vraiment mouvementée en ce mois de septembre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, le mois de septembre est un mois qui est baissier pour le Bitcoin. Le site spécialisé CoinGlaze avait établi un tableau qui récapitulait en fait les performances mensuelles du Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est à chaque fois dans le rouge, à l'exception de l'année 2015 et 2016. Par exemple, en septembre 2021, le cours du Bitcoin avait fait moins 7%. C'était pareil en septembre 2020. Il avait aussi chuté de 13% en 2019. Donc clairement, le mois de septembre, c'est pas forcément un bon mois pour le marché des cryptos. Et on peut aussi se demander pourquoi le mois de septembre plutôt qu'un autre mois.
Et parmi les éléments qu'on pourrait notamment évoquer, il y a cet effet septembre qui existe aussi sur le marché boursier et qui en fait s'explique par le fait que les investisseurs, au retour de leurs vacances, vont vouloir en gros liquider leurs positions, des positions qu'ils voulaient liquider avant leurs vacances. Ils décident de le faire en septembre ou à la rentrée, ou à l'automne. Et ça peut expliquer certains mouvements sur le marché traditionnel et donc sur le marché des crypto-monnaies. Bon, se méfier sans doute donc à nouveau de ce mois de septembre qui ne fait que démarrer. Quel scénario est-ce qu'on peut prévoir ou anticiper pour la suite du coup ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que le cours des crypto-monnaies, et notamment le cours du Bitcoin, est de plus en plus corrélé au marché traditionnel et notamment au Nasdaq. Et donc, dans un contexte du mois de septembre, avec quelques dates aussi qui vont arriver, je pense qu'on en reviendra sur The Merge, sur certaines réunions vraiment symboliques de la BCE ou encore de la Fed, le marché des crypto-monnaies et le cours du Bitcoin risquent de tanguer. Et en fait, ce qui fait aussi que le Bitcoin peut se retrouver en difficulté, c'est que le marché des cryptos est plus petit, évidemment, que le marché traditionnel. En septembre 2021, la capitalisation du marché des crypto-monnaies faisait 2000 milliards de dollars. En septembre 2022, elle fait plus que 1000 milliards de dollars. Et donc, plus le marché est petit, en gros, plus il est volatile et peut se retrouver en difficulté en cas de mouvement en fait sur le marché. En effet. Et à cet effet septembre dont vous nous parlez, vient s'ajouter un risque supplémentaire pour Bitcoin, en l'occurrence face à Ethereum, c'est le merge d'Ethereum. De quoi il s'agit ? Pourquoi ça pourrait éventuellement faire mal ? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que ça pourrait constituer un défi pour Bitcoin ? Alors, The Merge, on va commencer à en parler de plus en plus à l'antenne et sur BFM Business. C'est un événement qui aura lieu d'ici quelques jours, a priori autour du 15 septembre. Ça consiste vraiment en une transition de la blockchain Ethereum qui passerait d'un système dit de preuve de travail à un système dit de preuve d'enjeu. Et alors, il y a beaucoup d'implications qu'on pourrait évoquer concernant The Merge. Si on se concentre par exemple sur une des implications, c'est celle notamment de l'impact sur le climat, notamment de ce fonctionnement. Les développeurs d'Ethereum disent que ce nouveau fonctionnement consommera 99% d'énergie en moins après cette transition. En fait, ça peut se comprendre parce que la preuve de travail, en gros, pour résumer vraiment simplement, c'est que vous faites tourner des dizaines de milliers d'ordinateurs qui utilisent leur puissance de calcul pour pouvoir valider des transactions, alors que la preuve d'enjeu, qui s'explique aussi par proof of stake, staker aussi des crypto-monnaies, ça nécessite de déposer des Ethers pour pouvoir valider des transactions. Et donc là, on a besoin de moins de puissance de calcul d'ordinateurs. Donc en gros, a priori, ça c'est un fait. Cette transition permettra de consommer moins d'énergie. Et dans ce contexte, il y a de plus en plus d'analystes qui disent que l'Ether et notamment la blockchain Ethereum devrait faire de plus en plus d'ombre à Bitcoin. Vous y croyez ? Yorick de Montbide nous accompagne. Vous pensez qu'en effet, là, c'est un tournant pour Ethereum, mais aussi pour Bitcoin, ce merge ? C'est un pari pour Ethereum. Moi, je lui souhaite beaucoup de succès. Mais il n'y a aucun risque, aucune difficulté pour Bitcoin. Ça ne change pas la proposition de valeur de Bitcoin, qui est d'être une monnaie au régime d'émission non manipulable et coûteuse à produire. Une monnaie doit être coûteuse à produire pour devenir une monnaie, pour être utilisée comme une monnaie sur le long terme. Et donc, c'est très bien que Bitcoin utilise beaucoup d'énergie. Et plus il en utilisera, plus il sera sécurisé. Et plus les gens auront confiance dans Bitcoin. Mais dans un monde où l'on commence à manquer d'énergie, en tout cas sur certains continents, ou d'énergie abordable, est-ce que le fait que Bitcoin nécessite de l'énergie et donc prenne de l'énergie qui pourrait aller ailleurs, va poser un problème moral accru? En fait, non, c'est ça le malentendu, c'est que Bitcoin ne prend pas d'énergie qui pourrait aller ailleurs. Bitcoin ne pique d'énergie à personne. Il utilise de plus en plus des surplus de production, de l'énergie qui est gaspillée, qui n'est pas utilisée. Et il y en a d'énormes quantités sur Terre. Plus les prix de l'énergie vont monter, plus les mineurs seront incités à aller chercher ces surplus. Donc accuser de Bitcoin de piquer de l'énergie aux autres, c'est vraiment un malentendu complet. C'est un malentendu lorsque le minage est réalisé à partir d'énergie solaire ou renouvelable, ce qui n'est pas encore complètement le cas. En fait, c'est le cas à 60% d'énergie renouvelable et cette proportion augmente avec le temps et elle augmentera encore plus vite à mesure que le prix des hydrocarbures sera élevé.
On va poursuivre justement notre mesure du potentiel du Bitcoin face à une adversité croissante. En tout cas, ce merge d'Ethereum à venir attendu autour du 15 septembre. En lien d'ailleurs avec cet événement, Pauline, demain, Bercy va recevoir les acteurs de l'écosystème et ils vont aborder de nombreux sujets qui concernent l'univers crypto. Nos questions, notamment cette question de l'environnement et du minage. Demain, il en sera question à Bercy. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le gouvernement doit remettre un rapport en novembre au Parlement sur l'empreinte environnementale du numérique. Et dans ce rapport, forcément, avec l'émergence des crypto-monnaies, ce rapport ne peut pas, ne pas parler de l'impact des crypto-monnaies sur le climat. Voilà, même si effectivement ça peut faire l'objet de débats. En tout cas, Bercy, pour pouvoir aborder ce sujet, a sollicité l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN. Faustine Fleuret, sa présidente, était notamment à l'antenne de BFM Business ce midi, et elle a évoqué la position que l'ADAN veut pouvoir tenir durant cette réunion. Elle est celle justement de réfléchir à un minage qui est plus écologique. Vous en parliez tout à l'heure justement. Le fait pour les mineurs d'utiliser de plus en plus d'énergie renouvelable, le fait de pouvoir aussi utiliser du méthane qui serait rejeté par des sites qui sont polluants. Donc ça fera vraiment l'objet de débats durant cette réunion. Bon, il existe des pistes. Pour finir, ce qui pourrait aussi animer cette rentrée du marché crypto et du Bitcoin, ce sont les réunions des banquiers centraux, puisque les cryptos souffrent énormément depuis que les banquiers centraux ont commencé à faire filtrer l'idée d'un resserrement monétaire. Depuis, elles ont engagé, les banques centrales, ces resserrements monétaires, et l'on va voir si tout cela ira beaucoup plus loin encore à travers les réunions à venir de la Fed et de la BCE ce mois-ci, ce mois de septembre traditionnellement infernal pour les cryptos, Pauline. C'est ça. Alors, première réunion, du coup, qui sera important de surveiller de près, c'est donc cette réunion de la BCE, la conférence de presse de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire en zone euro. On sait depuis plusieurs mois que la BCE a un positionnement qui est de plus en plus critique vis-à-vis du secteur des crypto-monnaies, notamment dans une note qu'elle avait publiée fin mai sur son blog. La BCE avait estimé que les crypto-actifs pourraient représenter des risques pour la stabilité financière. Alors c'était une note qui avait été publiée notamment après le crypto-crack du mois de mai. Donc la BCE était de plus en plus virulente vis-à-vis de cet écosystème. Elle avait notamment ciblé deux types principaux d'acteurs au sein de l'écosystème crypto. Les plateformes de prêt, on pense notamment à Celsius qui s'est retrouvé en grande difficulté et qui a depuis d'ailleurs déposé un bilan qui est en faillite, et d'autres secteurs qui utilisent des effets de levier qui avaient notamment été énumérés par la BCE. Je pense par exemple à Binance ou encore à FTX. Bon, la BCE à suivre et la Fed aussi. Ce sera le 21 septembre, décision de politique monétaire. Est-ce qu'elle va en mettre une couche? La réponse est oui. Savoir quelle sera l'épaisseur de cette nouvelle couche de hausse de taux que choisira la Fed pour la suite. Et effectivement, de plus en plus d'analystes disent que la Fed devrait à nouveau rehausser ses taux, ce qui pourrait, comme d'habitude, a priori, fragiliser les marchés financiers traditionnels. Et dans ce contexte, les investisseurs vont vouloir délaisser les actifs risqués et notamment les crypto-monnaies. Attachez vos ceintures et surtout connectez-vous, inscrivez-vous à la newsletter Pauline Armandet chaque lundi 18h, cette newsletter gratuite de BFM Business et BFM Crypto. Ça nous promet en tout cas ces resserrements monétaires à venir. Encore un peu de volatilité en bourse et sur le marché crypto. Yorick d'ailleurs, la volatilité du Bitcoin est souvent critiquée. Est-ce qu'au moins vous la comprenez, cette critique de la volatilité ? C'est vrai que oui, le Bitcoin est très critiqué parce que son cours est très volatile. Mais moi, j'ai du mal à comprendre cette critique, en fait. Je pense qu'elle est très naïve. C'est faire preuve d'une grande naïveté que de critiquer la volatilité du Bitcoin. En fait, c'est présupposer qu'un projet aussi novateur, sophistiqué et historique puisse se dérouler rapidement, sans difficulté, sans inconvénient, sans problème, sans réticence, sans frein. Et c'est faire preuve d'une très grande naïveté. Il faut revenir au projet Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ? C'est offrir au monde un système de paiement et un système monétaire plus efficace et plus juste.
C'est un projet plurigénérationnel. C'est un projet qui n'est pas à 10 ans près, qui n'est pas à 20 ans près, à 30 ans près. Et c'est normal qu'il suscite des réticences, des incompréhensions, et c'est normal qu'il ait des inconvénients. Et on confond, quand on critique la volatilité, on confond facilement des causes structurelles et des causes un peu conjoncturelles. Et à mon avis, c'est plutôt un inconvénient transitoire, cette volatilité. Pourquoi transitoire? Qu'est-ce qui l'explique à vos yeux, cette volatilité? Alors voilà, il faut se demander d'où ça vient, cette volatilité. Moi, d'après ce que je comprends, il y a deux causes. Il y a une cause un peu structurelle, qui est que l'offre de Bitcoin, elle n'est pas fixe, mais elle est fixée. Elle est rigide, c'est-à-dire l'offre ne s'adapte pas à la demande. Le protocole a prévu un régime d'émission de Bitcoin et si la demande de Bitcoin augmente, eh bien l'offre ne répond pas. Donc le prix augmente et pareil quand ça baisse. Ça, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais on ne va pas le modifier. C'est la proposition de valeur du Bitcoin d'avoir un régime d'émission qui n'est pas modifiable. Mais il y a un aspect plus conjoncturel et transitoire qui est, et d'ailleurs Pauline le disait très bien tout à l'heure, en fait, le Bitcoin aujourd'hui, c'est tout petit dans les marchés financiers mondiaux. C'est à peu près 400 milliards de dollars. C'est minuscule. Et c'est parce que le prix est encore relativement faible. Mais si le prix augmente à long terme, les variations de la demande auront moins d'impact sur le cours. Et en fait, on peut faire un exercice de pensée assez simple. Il y a 5 ans, le cours du Bitcoin, il était 10 fois plus faible qu'aujourd'hui. Il était à 2000 $. Supposons aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, que le prix du Bitcoin ne soit pas à 20 000, mais à 2000. Moi, je pourrais en acheter beaucoup plus. Et mon achat aurait plus d'impact sur les variations. Supposons maintenant que dans 5 ans, le prix fois 10. Qu'il fasse x10, qu'il soit à 200 000, eh ben, je pourrais en acheter beaucoup moins. Et donc les variations de la demande auront moins d'impact sur le prix. Oui, mais par exemple, le Bitcoin était monté aux alentours des 70 000 $, ça n'a pas empêché de rechuter très fortement, parce que certes, à 70 000, on en achète moins, mais on peut revendre. Oui, mais c'est parce qu'on est toujours dans cette phase où l'adoption se déroule par emballement, par succession de bulles spéculatives. Et ça va pas durer éternellement. Aujourd'hui, la plupart des gens découvrent le Bitcoin au moment des phases d'emballement, au moment des bull runs, des marchés haussiers. Leur premier marché haussier, ils font pas trop attention à ce qui se passe. Le deuxième, ils se disent « Ah tiens, c'est toujours vivant ce truc-là, je vais en acheter ». Ils en achètent au mauvais moment, ils en revendent au mauvais moment quand ça s'effondre, ils sont écœurés, ils disent plus jamais ça, ce truc va disparaître. Et au prochain marché haussier, ils se disent « Ah en fait, Bitcoin est toujours là ». Et heureusement, a priori, il va durer, donc cette fois-ci j'en achète, mais pour du long terme. Et je me renseigne avant et j'en achète pas n'importe quand. Mais cette volatilité, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait quand même freiner et qu'elle freine déjà l'adoption du Bitcoin? En fait, c'est ce qu'on pourrait penser, mais ce qui est fascinant, c'est que depuis 13 ans, l'adoption se poursuit malgré cette volatilité. Ça veut dire que les avantages du Bitcoin aux yeux du public l'emportent sur cet inconvénient qui est transitoire. Ces avantages, ils sont multiples et ils sont différents selon les gens, selon les endroits. Il y a des pays où la volatilité du Bitcoin, en fait, est négligeable par rapport à l'inflation ou par rapport au risque de se faire piquer ses Bitcoins sur son compte en banque. Et donc, voilà, les situations sont variables. Bitcoin, on hésite toujours entre cryptoactifs et crypto-monnaie. Et je le confesse bien volontiers, je dis plutôt à l'antenne, cryptoactif, on est certain que c'est un actif, pas complètement encore que ce soit une monnaie. Comment est-ce qu'un actif aussi volatile peut-il se prétendre monnaie ? Moi, je reconnais que ce n'est pas encore complètement une monnaie au sens de la définition classique, qui est un intermédiaire d'échange universellement utilisé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de devenir une monnaie. Et rien ne devient une monnaie s'il n'a pas au préalable fait la preuve de sa capacité à conserver de la valeur à terme, à moyen et à long terme. Et en fait, Bitcoin est dans cette phase de transition. Il est en train de faire la preuve de sa capacité à conserver de la valeur. Et progressivement, les détenteurs de Bitcoin voudront l'utiliser pour s'acheter des choses. Et progressivement, les commerçants demanderont à être payés en Bitcoin parce qu'ils voudront obtenir des Bitcoins. Malgré la volatilité. Alors, malgré la volatilité, parce qu'à un moment donné, d'un point de vue subjectif, pour eux, l'avantage l'emportera sur l'inconvénient. Mais si on n'en est pas là. Si l'avantage se matérialisera dans 300 ans, pardon, mais il va falloir vraiment choisir des placements de transmission. Nul ne peut savoir quand ça va se passer, mais ce qu'on voit, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Dans certains pays du monde, et progressivement, ça pourrait arriver chez nous. Les salariés pourraient demander à être payés en Bitcoin progressivement. Et donc, voilà, en fait, tout est dans cette évolution, et ce qui compte, c'est que cette évolution, elle est là, en ce moment.
Le fait que Bitcoin serve en attendant d'abord à la spéculation, qu'il serve même la spéculation. Oui, c'est vrai que c'est son usage principal, avec la réserve de valeur. Un petit défaut, c'est pas un tue-l'amour? Alors ça aussi c'est très critiqué, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une vision un peu moralisante dans cette critique. Et moi j'aime pas trop ça. Je pense que ça doit relever de l'éthique personnelle. Si j'ai envie de faire du trading, j'en fais. Et si j'aime pas ça, j'en fais pas. Et donc j'aime pas tellement cette dénonciation du comportement des individus qui n'agressent personne et qui ne volent personne en faisant du trading. Mais il arrive parfois que le moyen devienne une fin. Le trading a déjà dans l'histoire déstabilisé le système. Alors le Bitcoin n'est pas encore assez gros pour cela, mais cette volatilité et l'attrait pour la spéculation qu'il tente à renforcer, est-ce qu'à terme, si Bitcoin devient aussi grand que vous le pensez, que vous l'imaginez, ça pourrait finir par déstabiliser ce système? D'abord, le système financier actuel, il est assez grand pour se déstabiliser tout seul sans l'aide de Bitcoin. Le XXe siècle a été le siècle qui a connu le plus grand nombre de crises monétaires de l'histoire de l'humanité, de la plus grande ampleur. Bitcoin n'existait pas. En revanche, c'est le siècle où l'action des banques centrales a été la plus interventionniste. Donc si on voulait chercher une cause, à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder. Après... on pourrait se demander est-ce que la spéculation pourrait déstabiliser le système Bitcoin lui-même. Mais on peut penser l'inverse, on peut se dire que la spéculation est utile pour tester le système. Il y a des acteurs financiers, des fonds de pension, des énormes acteurs et des individus, mes propres parents, qui n'utiliseront jamais Bitcoin tant que Bitcoin n'aura pas été utilisé pendant des années, aura fait circuler des flux financiers énormes de manière sécurisée. Et qu'est-ce qu'il y a comme meilleur moyen que la spéculation pour faire passer d'énormes flux financiers pour tester une infrastructure de paiement totalement novatrice? Donc de ce point de vue-là, la spéculation, elle est très utile. Et les utilisateurs du Bitcoin dans 50 ans, ils remercieront les spéculateurs d'aujourd'hui qui ont tout perdu en testant le système. Aujourd'hui, Bitcoin continue d'attirer parce qu'il y a une promesse ou un potentiel en tout cas de gain, même si c'est très très volatile, on l'a dit. Il ne pourra pas être à la fois un actif spéculatif et une monnaie. Si pour vous, ça pourra à la fois être un actif spéculatif. Non, parce qu'on peut imaginer qu'à long terme, le cours va se stabiliser. Si tout le monde se met à utiliser le Bitcoin, en fait, l'influence des acteurs individuels et les chocs de demande auront très peu d'impact sur le cours et la volatilité diminuera. Et le trading deviendra complètement accessoire. Et c'est à ce moment-là que le Bitcoin révélera son potentiel en tant qu'arme, que refuge anti-inflation, parce qu'aujourd'hui on est en pleine phase d'inflation. On nous disait beaucoup le Bitcoin c'est vraiment un instrument anti-inflation. On est dedans là, on est dans l'inflation et le Bitcoin a reculé. Est-ce que par l'adoption, une fois que de plus en plus de gens l'auront intégré, à ce moment-là, devenu moins volatile, le Bitcoin révélera véritablement son potentiel face à l'inflation? Il le révélera encore plus qu'aujourd'hui, mais il le révèle déjà. Il a fait x10 en 5 ans. L'inflation des prix aujourd'hui, elle est le résultat d'une inflation monétaire qui dure depuis des années. Et donc il fait déjà largement ses preuves en tant que réserve de valeur et de refuge contre l'inflation. Pour ceux qui avaient investi il y a 5 ans, mais pour celui qui a investi en début d'année... Oui, mais ces choses-là se considèrent sur des années, pas sur des semaines. Bon, maintenant qu'il y a l'inflation, mais même si Bitcoin a reculé depuis le début de l'année, vous tenez bon et vous dites ça reste un instrument anti-inflation, Yorick. Oui. Bon, là-dessus on peut ajouter quelque chose, Pauline, où tout est dit. Ce qui n'a pas forcément été évoqué, c'est peut-être l'aspect réglementation aussi lié aux crypto-monnaies. Effectivement, autant les États-Unis que l'Europe travaillent à ces projets de réglementation. Vous pensez que ça aura quel impact sur le marché ? Alors, on critique beaucoup le Bitcoin parce qu'il n'est toujours pas devenu une monnaie couramment utilisée. Mais une partie des raisons pour lesquelles il n'est pas devenu une monnaie couramment utilisée, c'est parce que des réglementations l'empêchent de jouer ce rôle. Et donc, les réglementations, elles peuvent se montrer ouvertes, progressistes, novatrices, ouvertes à l'innovation, ou au contraire, freiner tous azimuts et créer des problèmes. Alors on verra bien quelle piste poursuit l'Europe. Pour l'instant, les États-Unis ont l'air un peu plus avisés que nous sur ces sujets. Bon, et on va suivre le merge d'Ethereum. Vous dites le merge d'Ethereum ne fera pas concurrence au Bitcoin, même s'il va révéler la scalabilité, comme on dit, de l'Ethereum. Du coup, par contraste, rappelant que le Bitcoin est beaucoup moins scalable, vous dites que ça ne rendra pas le Bitcoin moins attractif. La scalabilité du Bitcoin est déjà assurée par le protocole du Lightning Network, qui se fait sans dépenses, sans utilisation énergétique additionnelle. Et le merge d'Ethereum ne change rien vis-à-vis de Bitcoin pour ça. Alors, à quoi sert ce merge ? C'est pour Ethereum qu'il sert, mais pour les usagers, il ne servira pas à grand-chose ?
En termes de marketing, c'est vraiment très bien d'afficher qu'on va utiliser moins d'énergie parce que c'est à la mode. Pour les usagers, je ne sais pas très bien ce que ça va changer parce que je ne connais pas bien l'écosystème Ethereum. Et quand on écoute les développeurs, ils ne sont pas tous d'accord sur les avantages et les inconvénients, notamment en termes de compromis sur le niveau de sécurisation de la blockchain Ethereum. Oui. Et puis un risque de plutocratie peut-être accru en passant au proof of stake. Voilà. Ça fait partie des critiques qu'on entend et il y a des débats très complexes sur ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir et notamment grâce à tous nos experts du club BFM Crypto. Merci Yorick d'être passé nous voir, haut fonctionnaire et donc auteur, vous parliez du Lightning Network. Eh bien ce livre, Comprendre le Lightning Network. C'est un rapport de l'Institut Sapiens. Un rapport de l'Institut Sapiens, pardon. Et vous en avez été l'un des contributeurs, auteur de Bitcoin aussi, Bitcoin, Totem et Tabou. Pauline Armandet, cette newsletter à 18h, dans 1h01. Pauline, gratuite pour ceux qui souhaitent mieux comprendre l'écosystème crypto. Et Vincent Bois nous accompagne aussi pour IG. Merci à tous les deux. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour en direct. À tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.